Dernièrement, j'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube que je t'invite à voir où j'expliquais principalement que les réseaux sociaux avaient un impact quand même assez négatif sur notre manière de nous percevoir, puisqu'elle avait cette propension en fait de nous obliger à nous comparer. On est humain, on a toujours envie de se comparer, de voir des personnes qui en sont plus loin que nous. Ça peut d'une certaine manière nous donner la motivation d'avancer, mais ça a également aussi le travers inverse, c'est-à-dire que vu qu'on va se comparer et qu'on peut voir des personnes qui ne représentent pas la majorité et qui font souvent partie d'une anomalie de marché, hein, bah on va se dire, moi j'ai 45 ans, je gagne 3000 ou 4000 euros par mois, et puis au final sur Internet, je peux tomber sur des gamins qui ont, parce que c'est clairement des gamins, hein, c'est des personnes des fois qui peuvent avoir 18, 20 ans, 22 ans, et qui gagnent, je sais pas, 3 millions par an, 4 millions par an, ou qui ont 50 millions de patrimoine net. Et c'est des réussites extraordinaires pour ces personnes-là, mais ça ne représente absolument pas d'un point de vue statistique des données sur lesquelles on peut se reposer pour avoir une réussite qui soit reproductible. Et c'est ça qu'il faut vraiment que tu aies en tête, de comprendre que tu peux t'inspirer de certaines personnes pour te permettre d'aller plus loin, mais à partir d'un certain niveau de réussite, ça fait beaucoup plus partie du ressort de la chance que de la réelle capacité de ces personnes-là à pouvoir, si tu veux, atteindre des statuts aussi élevés. Tu peux demander à des personnes comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, voire des multimilliardaires qu'on connaît tous aujourd'hui, demander à ces personnes-là de recréer les entreprises dans les mêmes conditions dans lesquelles ils pouvaient se retrouver à l'époque. Tu te rendras compte que même eux, ils vont t'expliquer, on va dire peut-être certains paramètres qui pourraient expliquer leur réussite. Ils vont te dire souvent, bah voilà, moi je me suis levé tôt, j'ai travaillé dur, j'ai cravaché, j'ai jamais abandonné. Et oui, c'est un prérequis. Mais tu as combien de gens dans le monde qui ont fait la même chose, c'est-à-dire qui ont essayé de créer des boîtes, qui ont essayé qui se sont levés tôt, qui ont travaillé, qui ont fait de la méditation, qui ont fait tous ces trucs-là, qui n'ont jamais abandonné et qui pour autant n'ont jamais eu cette réussite. Ce que je veux te dire, c'est que même si ces personnes-là, on leur demandait de recréer leur réussite aujourd'hui ou de recréer une entreprise euh, aussi euh, avec une réussite aussi importante que celle dans laquelle bah, ils sont lancés au tout départ quand ils ont démarré leur domaine entrepreneurial, il y a très peu de chances que ces gens-là soient capables de le faire. Et même eux en sont conscients, tu peux regarder pas mal de retours qu'ils ont pu faire à la télé, et pour la majorité d'entre eux, ils en sont conscients. Et en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où tu sors vraiment d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que quand tu regardes cette courbe de Gauss et que tu regardes à 6 écarts types, 7 écarts types ou 12 écarts types par rapport à la moyenne, en fait, d'un point de vue statistique, on appelle ça une anomalie, c'est une erreur de marché. Et donc, bah, en fait, en général, quand tu fais des analyses de données comme ça, tu les sors de l'échantillon parce que c'est pas des données sur lesquelles tu peux te reposer. Et en plus de ça, ça va avoir tendance à énormément faire varier la moyenne de l'échantillonnage que tu vas être amené à étudier. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, on va se focaliser sur vraiment des données officielles. On va analyser des données médianes, des données également aussi moyennes, parce que c'est pas la même chose, hein, la médiane et la moyenne. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur pas mal de paramètres, notamment le taux d'épargne, les salaires, le niveau de patrimoine aussi, pour que tu puisses vraiment prendre du recul et que tu changes ta manière de te comparer, parce que je le répète, mais sur les réseaux sociaux, ce que tu vois souvent, c'est pas la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont mentir et on va considérer que certains revenus de patrimoine ou parce que cette personne-là l'a réussi à le faire, bah, tu vas pouvoir réussir à le faire. Et c'est pas vrai dans beaucoup de cas, surtout quand tu es dans le cas d'une réussite extraordinaire. Si tu es dans une situation où tu veux atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, si tu veux obtenir au cours d'une vie, je sais pas, un patrimoine entre 500 000 et 2 millions d'euros, c'est pas simple, mais en tout cas, il y a des méthodes, il y a des stratégies qui peuvent te permettre d'y arriver, même avec un patrimoine qui est modeste. Et je t'ai donné plein d'exemples sur cette chaîne YouTube pour te montrer que c'est quelque chose qui fonctionne. Et ça, pour moi, c'est des réussites plutôt accessibles parce que c'est on va dire des décisions et une manière de fonctionner qui peuvent être reproductibles. Par contre, quand tu commences à arriver sur des niveaux de patrimoine de 10 millions, 20 millions, 50 millions, et si en plus tu rajoutes le facteur âge, là, on est plus dans des anomalies de marché et avec des conditions qui sont très difficilement reproductibles. Donc on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet en analysant le taux d'épargne. Et comme à chaque fois, hein, tous les documents, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, tous les documents que je vais te présenter là et toutes les sources, c'est des sources officielles et je te les mettrai dans la barre d'infos si jamais tu veux recroiser les informations. Alors concernant le taux d'épargne, là tu vois, c'est un taux d'épargne qui a été présenté alors, sur le troisième trimestre de 2023 et sur l'année globalement de 2023. Mais on se rend compte que globalement, les ménages en France
ont un taux d'épargne de 17,4%. Alors ça nous donne quand même une indication pour nous dire qu'en France, la plupart des gens, même s'il y a des disparités, on le verra, la plupart des gens ont quand même compris l'intérêt de mettre de l'argent de côté. Par contre, à l'intérieur, en fait, dans l'échantillonnage, tu peux avoir des personnes qui ont 18 ans, qui viennent tout juste de trouver leur premier emploi salarié. Tu peux avoir des gens qui ont beaucoup d'enfants et qui peuvent avoir des difficultés aussi pour épargner. Puis tu en as d'autres qui gagnent très bien leur vie, qui sont peut-être bien avancés dans leur carrière, tu vois, qui ont 45 ans, 50 ans ou proches de la retraite, sur lesquels ils ont peut-être une vie professionnelle aussi beaucoup plus implantée. Donc tu as des grosses disparités entre les deux, mais globalement on se rend compte que la moyenne en tout cas des Français, le taux d'épargne des Français est positif et quand même intéressant. D'un point de vue finance personnelle, on dit souvent que d'arriver à mettre chaque mois 20% d'épargne de côté, c'est très bien. Mais tu vois, la dernière fois, sous une de mes vidéos sur YouTube, il y avait quelqu'un qui me disait justement, hein, pour en revenir à l'introduction que je t'ai évoquée, qui me disait, moi, j'épargne chaque mois, j'ai 20 ans, et j'épargne chaque mois 35% de mon salaire, j'ai l'impression d'être hyper en retard et tout. En fait, tu vois, à 25 ans, quand tu arrives à épargner 35% de ton salaire, tu te rends compte que tu fais partie d'une extrême minorité et c'est déjà un super levier que tu peux avoir quand tu te compares en plus à la moyenne. Et dans la moyenne, tu as des gens qui sont dans une carrière avancée et tout, tu vois, alors que le niveau moyen, c'est 17,4%. Alors, tout ce que je vais te présenter là, l'objectif, c'est pas juste de se dire je suis en avance ou je suis en retard. Il faut être aussi bienveillant sur son approche, c'est de voir globalement où est-ce qu'on pourrait se situer. Et l'idée, c'est de faire mieux. Voilà, l'idée, c'est pas nous ce qu'on veut aller chercher, en tout cas ce que je t'invite à faire sur cette chaîne YouTube, c'est de te poser les questions comment tu peux faire pour faire mieux. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à 18% par exemple qu'il faut que tu restes à 18. L'idée, c'est que tu apprennes à gagner plus, que tu apprennes à épargner, que tu apprennes à aller plus loin, parce que si on fait comme monsieur et madame tout le monde, on aura les résultats de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire en général pas grand-chose. Donc ça, c'était pour le taux d'épargne. Maintenant, on va regarder le niveau de vie en fonction de l'âge, avec des données qui ont été analysées entre 1996 et 2021. Et là, tu vois, ils ont pris le niveau de vie médian et pas justement la moyenne. La médiane et la moyenne, c'est pas la même chose. Et je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre vraiment la différence entre les deux. Si tu choisis le côté moyenne, c'est-à-dire que je vais prendre un échantillonnage de 11 personnes. Dans cet échantillonnage de 11 personnes que je vais analyser, je veux par exemple savoir le revenu moyen mensuel des 11 personnes que je vais avoir dans mon échantillonnage. À l'intérieur, je vais prendre 10 personnes qui gagnent 1 500 € par mois et la 11e, je vais prendre un multimilliardaire qui gagne 70 millions d'euros par mois. Si je fais la moyenne, vu que tu en as une qui va tirer vraiment la moyenne vers le haut, je vais te dire le revenu moyen dans cet échantillonnage de 11 personnes, vu que tu as un multimilliardaire à l'intérieur, c'est 65 millions d'euros par mois. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est juste pour te donner un exemple. Alors qu'à l'intérieur, en fait, tu as une personne qui gagne extrêmement beaucoup d'argent et tu en as 10 autres qui gagnent 1 500 €. Donc tu vois, en fait, ça biaise complètement la manière dont on va interpréter les informations, surtout quand tu as des extrémités à la hausse ou à la baisse. Ça peut vraiment faire varier énormément si tu veux la moyenne, et donc on ne peut pas vraiment avoir une vision objective de l'échantillonnage qu'on va analyser. C'est pour ça que la médiane, c'est intéressant, parce que justement, on va lisser principalement, on va dire plutôt les écarts-types, puis on va éviter d'utiliser les personnes, ou en tout cas ceux qui vont être aux extrémités de cette analyse et de cet échantillonnage. On va faire en sorte de moins leur donner d'importance, et donc ça va nous donner des informations beaucoup plus probantes si tu veux. Donc là, tu vois, on prend le niveau de vie médian en fonction de l'âge depuis le départ, en tout cas analysé. Et donc les personnes forcément de moins de 18 ans, forcément on n'a pas normalement énormément d'accroches, on vient de débuter notre parcours dans la vie active, et là tu vois le niveau de vie médian, on est plutôt à 21 000 €. Entre 18 et 29 ans, on augmente notre niveau de vie, 22 500. Ensuite, c'est 23 600 entre 30 et 39 ans. 23 600, ça n'a pas changé entre 40 et 49 ans. Entre 50 et 64 ans, on augmente un petit peu notre niveau de vie parce que en général on est bien dans notre vie professionnelle, on a éventuellement une bonne maison, on achète une deuxième voiture, on se fait plaisir, et après on arrive au niveau de la retraite, et en général quand on commence à arriver à la retraite, on commence à avoir un niveau de vie qui va baisser parce qu'on revient un peu plus à l'essentiel, et en général on est moins ancré sur tout ce qui est activité dépensière, tu vois, vu que la santé, souvent, ça pose problème. Tu as des gens qui vont moins se déplacer, en tout cas, tu vois, ils vont plus faire du potager, ils vont s'occuper de leur jardin, ils vont faire des jeux de cartes. Ma grand-mère, c'était typiquement ça, et donc elle a eu un niveau de vie qui a pas mal baissé entre sa vie active et au moment où elle est partie à la retraite. Donc, tu vois, quand tu as des gens qui te disent, moi, j'ai 25 ans et je dépense 50 000 € par mois pour mon niveau de vie, et ça représente l'équivalent de moins de 10% des revenus que je suis capable de générer, tu comprends bien que c'est une anomalie, d'accord ?
C'est des résultats qui sont extraordinaires, mais c'est une anomalie d'un point de vue statistique. Ce pas des gens sur lesquels tu peux te reposer, je le répète, hein, pour te dire, tiens, ils ont réussi à faire ça, je vais faire la même chose. Ok, parce que là, il y a un facteur chance qui est énorme, et tu te rends bien compte que ici, si en plus tu rajoutes le facteur âge, c'est du 0,0000001% de la population. Donc il faut quand même rester très vigilant par rapport à ça. Mais au moins, déjà, là, tu connais le type de niveau de vie par rapport où est-ce que tu te situes, toi, aujourd'hui. Et moi, tu vois, par exemple, hein, quand j'ai débuté ma vie active, je vivais avec 600 euros par mois. Je vivais avec 600 euros par mois, toutes charges comprises et tout. Donc moi, mon niveau de vie, tu vois, j'étais à 7200 euros par an, quoi. 7200 euros de niveau de vie. Et j'ai vécu comme ça pendant près de 5 ans. Tu vois. Alors je gagnais très très bien ma vie. Donc tu vois, d'un point de vue médiane, là j'étais pareil. J'étais à je sais pas combien d'écart type en dessous, quoi. Pour le coup, si on prenait la moyenne, je ne me serais pas retrouvé. Enfin, j'aurais poussé clairement la moyenne vers le bas. C'est pour ça que la médiane, là ici, c'est intéressant. Ensuite, quand on commence à regarder au niveau des salaires, là aussi c'est important parce que tu as beaucoup de personnes qui vont te dire sur internet l'école c'est de la merde, faut pas faire d'études et tout. Et je suis le premier à te critiquer l'école en te disant que ça va pas tout apprendre et pour moi l'école ne répond pas aux enjeux du 21e siècle. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Par contre, il y a quand même des données super importantes qu'il faut que tu aies en tête et globalement on se rend compte qu'aujourd'hui les personnes qui ont fait le plus d'études, souvent c'est des personnes qui vont commencer assez rapidement à obtenir des responsabilités, qui peuvent peut-être être statut cadre aussi assez rapidement et donc plus rapidement aussi augmenter leur niveau de salaire, leur niveau de rémunération. C'est ce qu'on observe. Ça ne veut pas forcément dire que si toi tu n'as pas fait d'études, tu ne peux pas obtenir un niveau de vie ou un salaire qui va être important ou que tu ne peux pas réussir. C'est évidemment faux, mais on remarque quand même une ligne directrice dans ce qu'on peut retrouver sur le marché et typiquement souvent les personnes qui ont fait le plus d'études sont celles qui ont un niveau de vie plus élevé et souvent des personnes qui ont des niveaux de revenus aussi plus élevés. Donc là tu vois ici il te donne quand même quelques chiffres. Si on regarde l'ensemble, donc en cumulant les hommes et les femmes, on voit quand même que les personnes qui ont un statut cadre en moyenne gagnent 4330 euros par mois et ceux qui vont avoir un statut ouvrier en moyenne 1860 euros par mois. Ça ne veut pas dire que dans le lot tu ne peux pas avoir des ouvriers qui gagnent mieux que des cadres ou des cadres qui gagnent moins bien que les ouvriers, mais quand même on commence à avoir une vision assez claire de ce qui peut se cacher derrière et souvent des personnes qui vont avoir un statut plus haut placé dans des entreprises, qui vont avoir fait plus d'études, vont avoir plus de responsabilités. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront plus utiles, hein, on est d'accord, hein. Mais voilà, souvent c'est des personnes qui vont avoir quand même un niveau de revenu qui va être plus élevé que la moyenne. Voilà. Donc moi, ce que je voulais te montrer, c'est que si je zoome là sur ce schéma qui est quand même intéressant, c'est qu'on va voir la répartition et le salaire net médian en France depuis le départ, donc entre les personnes qui vont gagner moins de 1200 euros et celles qui gagnent plus de 9000 euros. On se rend compte quand même, c'est ça vraiment que je t'invite à avoir comme information dans ta tête, c'est que quand on parle de personnes qui vont avoir 25 ans, qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, tu vois qu'en fait, là, si je te donne ce statut-là, et on n'a même pas rentré le facteur âge, hein, il y a 1% des personnes qui gagnent plus de 9602 euros par mois. Tu vois, le salaire en euros, le salaire médian aujourd'hui, c'est 2010 euros en France. Et là, 1% des personnes en France gagnent plus de 9602 euros. Donc quand on te parle de gagner 10 000 euros par mois et que je n'ai même pas mis en place là ici le facteur âge et qu'on te dit c'est simple de le faire, tout le monde le fait, tu as l'impression que sur YouTube tout le monde le fait parce que bref, c'est un peu le jeu de YouTube, hein, c'est obligatoire. Tu te rends compte que ça peut poser quand même des gros problèmes parce que d'un point de vue statistique, hein, tu vois, 1% des personnes qui gagnent plus de 9602 euros par mois. 10% aujourd'hui gagnent plus de 4010 euros. 4010. C'est-à-dire que si toi, tu as 25 ans et tu commences déjà à avoir un salaire de 3500 euros par mois et tu arrives à épargner la moitié de ton salaire, tu es bien au-dessus de la moyenne. Tu vois. Donc te fixer des objectifs ambitieux, et c'est ça que tout ce que je fais sur cette vidéo, ça a pour objectif de te rendre compte si finalement, si tu as des objectifs ambitieux, est-ce que les actions que tu mets en place et les choses que tu as commencé déjà à implanter dans ta vie sont en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés. Si tu te dis, moi, je veux être libre financièrement dans 25 ans ou dans 30 ans et j'épargne 300 euros par mois que j'investis sur une gestion indicielle type S&P 500 ou MSCI World, tu vois, c'est autre chose que de se dire, je vais être libre financièrement en 5 ans comme ce que moi je m'étais fixé comme objectif. Forcément, il fallait que je fasse beaucoup plus d'efforts, forcément, il fallait que j'épargne beaucoup plus, il fallait que j'investisse beaucoup plus et que je prenne aussi beaucoup plus de risques. Tu vois, donc quand même, pour remettre les pieds sur terre, ce genre d'informations, je pense que c'est super important et il faut vraiment que tu les aies en tête. Ensuite, autre point important, c'est concernant le patrimoine. Aujourd'hui, ton patrimoine,
par rapport à ta classe d'âge, à quoi on pourrait éventuellement la faire correspondre. Ce qui t'explique quand même sur ce premier graphique, c'est qu'il y a des très grosses disparités en fonction de la population d'un point de vue patrimoine. Ils expliquent que lorsqu'il s'agit de patrimoine, le fossé qui sépare les ménages les mieux dotés des autres est immense. Ces inégalités sont bien plus importantes que les revenus. Les 10% des ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d'au moins 607 700 euros d'actifs, alors que les 10% les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins selon l'étude de l'INSEE. Donc tu as des gros fossés en fonction de la manière dont on va interpréter les informations, d'où les problématiques aussi quand on commence à rentrer dans les statistiques, parce que tu as toujours des personnes qui vont tirer la moyenne, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Moi, ce que je voulais te présenter sur cette étude, c'est la valeur moyenne des patrimoines bruts et nets des ménages selon l'âge de la personne, parce que là, tu vas avoir une vision un peu plus claire, parce que les revenus, on va dire, ça peut être intéressant, mais tu sais, tu as des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui gagnent 15 000, 30 000 euros par mois, et puis derrière, dilapident tout, sont pas capables d'épargner parce qu'ils n'ont aucune connaissance au niveau de leurs finances personnelles, et également aussi au niveau de leur investissement. Tu as plein de personnes qui ont gagné au loto, ou des gars qui ont eu une super réussite comme Mike Tyson. Hein. Tu vois, Mike Tyson, tu connais hein, en boxe, quelqu'un qui a gagné plus de 250 millions de dollars, je crois, sur toute sa vie professionnelle, et qui s'est retrouvé en faillite parce que justement, il s'est entouré des mauvaises personnes, il a dépensé de l'argent n'importe comment, pour après pouvoir rebondir et aller un petit peu plus loin. Mais tu vois, c'est pas quelque chose d'anecdotique de trouver des personnes qui ont une super réussite dans leur job classique, tu vois, que ce soit en termes d'acteurs, parce qu'ils ont eu de la chance aussi en jouant au loto, ou parce qu'ils ont été très bons dans un sport ou autre, et après de se voir ruiner quelques années après parce que ils ont mal placé leur argent, parce qu'ils n'avaient même pas les bases de mettre de l'argent de côté, d'épargner, d'investir, la gestion indicielle, investir dans les cryptos, enfin bref, tu vois, il y a plein de choses que je t'apprends sur cette chaîne YouTube, et c'est vraiment la base. Et pour moi, c'est pas le niveau de revenu en fait qui est important, c'est pas de voir combien il y a d'argent qui va te passer entre les doigts, c'est finalement qu'est-ce qui va te rester à la fin, et combien de cet argent-là va être capable de se transformer en patrimoine net, et en patrimoine net durable qui va grossir avec le temps. Donc là, ce graphique, pour moi, il est super intéressant. Alors, il ne parle pas que du patrimoine net, hein, tu vois, il y a le patrimoine brut et le patrimoine net. Il y a toujours une différence entre les deux, surtout si tu fais un effet de levier en investissant, par exemple, dans l'immobilier pour acheter ta résidence principale, parce qu'il va y avoir ce que tu vas avoir déjà remboursé en termes d'equity, donc c'est ce que tu as déjà remboursé. Et puis après, il y a la dette que tu vas devoir payer sur les 10, 15, 20 prochaines années, en fonction de l'argent que tu auras emprunté, de la durée sur laquelle tu l'auras emprunté. Ce qu'on remarque, c'est que tu vois, le patrimoine, moi je vais rester sur le patrimoine net, parce que le patrimoine brut, ça ne renseigne pas non plus sur grand chose, mais le patrimoine net moyen sur des personnes qui ont moins de 30 ans, c'est normal, tu vois, c'est moins de 50 000 euros, quoi. C'est peut-être 35 000, 40 000 euros. Donc des fois, tu as même des personnes qui m'envoient des messages en privé et qui me disent, moi j'ai 75 000 euros en crypto, j'ai 25 ans, voilà, je suis en retard, je vois des mecs sur YouTube qui investissent ça presque toutes les semaines, voilà. Et en fait, tu te rends compte que 75 000 balles, quand tu es jeune, à 25 ans, tu vois, tu es déjà très largement au-dessus de la valeur moyenne du patrimoine net des personnes dans ta même catégorie. Ça ne veut pas dire que si tu as de l'avance, il faut que tu te reposes sur tes lauriers et tout. Mais tu vois, c'est toujours important de vraiment comparer et de voir où est-ce que tu te situes pour pas te tomber dans les travers que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc là, on voit que le patrimoine net sur les personnes qui ont moins de 30 ans, c'est moins de 50 000 euros. Ensuite, entre 30 et 39 ans, forcément, ça augmente parce que dans notre vie professionnelle, on prend plus de responsabilités, on augmente notre salaire, nos revenus, on sait aussi un peu plus ce qu'on veut et on prend de l'expérience. Donc là, tu vois, c'est plus de 100 000 euros, je crois, c'est à peu près 125 000 euros. Quand on est entre 40 et 49 ans, là, on est à plus de 200 000 euros, c'est peut-être 220 000 euros, tu vois, de patrimoine net. Entre 50 et 59 ans, là, on est à 300 000 euros de patrimoine net. Entre 60 et 69 ans, peut-être 320 000 euros de patrimoine net. 70 ans et plus, ça diminue, et on voit que ça diminue après, parce qu'après, il peut y avoir, tu sais, le fait de léguer ton capital, de transmettre ça à tes enfants et tout. Donc, c'est normal que ça baisse un peu. Mais, tu vois, globalement, dans l'ensemble, les Français ont un patrimoine net qui est positif. Il y a plein de pays dans le monde entier où, en final, il y a la majorité de la population ne sont même pas capables de joindre les deux bouts, ne sont même pas capables de se nourrir et ne sont même pas capables d'épargner, ni même d'avoir un patrimoine net qui est positif, parce que le système de fonctionnement est absolument pas le même. Donc tu vois, si tu te compares à l'ensemble, tu te dis, bah moi j'ai 25 ans, j'ai 75 000 euros en crypto, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je me compare par rapport à l'ensemble, tu vois que les mecs, ils ont à peu près 250 000 euros de patrimoine net, bah ouais, mais il y a le facteur âge.
Toi, si tu as 25 ans, tu n'as pas encore eu le temps de faire tes preuves, tu n'as pas encore eu le temps d'augmenter tes revenus, tu n'as pas encore eu le temps de mettre en place les intérêts composés, d'utiliser l'effet de levier de la banque. Bref, tu vois, tu as le temps aussi qui va jouer en ta faveur. Et ça, c'est un facteur qui est super important. Tout à l'heure, je t'ai présenté quelques chiffres concernant principalement le montant du patrimoine moyen en fonction de l'âge. Là, je t'ai fait la même chose, mais en te montrant le patrimoine médian en fonction de l'âge. Donc pour les personnes, tu vois, de moins de 30 ans en France, et c'est exprimé en euros, le patrimoine médian en France, le patrimoine net médian en France pour des personnes qui ont moins de 30 ans, c'est 15 800 euros, alors que le patrimoine net médian pour des personnes qui ont entre 50 et 59 ans, c'est 178 500 euros. Et pour des personnes entre 60 et 69 ans, c'est 214 300. Avec un ensemble, si on regarde pour l'ensemble de l'âge, le patrimoine net médian, tout âge confondu, c'est 124 800 euros. Tu vois, ça permet quand même de mettre les choses en perspective. Et c'est d'ailleurs des chiffres que je t'avais analysés en détail sur d'autres vidéos que j'avais publiées sur ma chaîne YouTube. La première que je t'invite à voir, qui s'appelle à partir de combien d'argent on est riche, et puis le top 1%, vraiment quand on parle du top 1%. Et également aussi à partir de quel revenu pour être considéré comme riche, le top 1%. Et là, je t'avais donné des informations plutôt au niveau mondial et pas uniquement axées sur la France. J'avais également aussi fait la même chose ici. Je t'avais décortiqué tout un tas d'autres chiffres que j'ai pas eu l'occasion de te présenter dans cette vidéo, mais je t'avais expliqué dans cette vidéo qui s'appelle quel revenu tu te places dans la classe supérieure, moyenne et inférieure. Je t'avais montré des chiffres concrets parce que souvent on parle de classe supérieure, de classe moyenne en France, et tu te rends compte rapidement que quand tu es dans la classe moyenne en France, tu fais partie de la classe supérieure, voire même des ultra riches quand tu te compares à d'autres pays ou quand tu t'ouvres vraiment au niveau mondial. Ça ne veut pas forcément dire que tu vis bien en étant dans la classe moyenne en France, à Paris, hein. C'est pas ça que je dis, mais je trouve que c'est important toujours de prendre du recul et de regarder globalement où est-ce qu'on se situe au niveau mondial, parce que ça permet de remettre les choses en perspective et de se dire ok, ça veut pas, je suis pas non plus la personne la moins logée, quoi. Quand rien que de naître en France, on fait partie du top 1% des personnes les plus riches du monde. Voilà, ça remet encore une fois les choses en perspective et je pense que c'est super important. Il y avait ce graphique aussi que je voulais te présenter, hein, qui corrobore les infos que je t'ai montré un petit peu plus tôt, mais qui te montre que tu vois 99% de la population là en termes de revenus, la courbe en bleu c'est les revenus et la courbe en rouge c'est le patrimoine, mais 99% de la population gagne moins de 106 210 euros de revenus annuels, alors que les 1% les plus riches en termes de revenus sont des personnes qui gagnent plus de 106 210 euros, donc c'est plus de 9 000 euros par mois si tu veux, pour te donner une vision un peu plus concrète. Et concernant le patrimoine, parce que les revenus c'est intéressant, mais pour moi c'est pas ça qui se traduit vraiment en richesse. La richesse c'est le patrimoine et plutôt le patrimoine net. Donc là c'est les données de 2015, mais pour moi ça reste toujours d'actualité avec les chiffres que je t'ai présentés un petit peu plus tôt. Là tu vois, on se rend compte que 99% de la population ont moins de 1 804 600 euros de patrimoine net, et en faisant partie du top 1%, là on ne prend même pas en compte le facteur âge, c'est des personnes, quand tu fais partie du top 1% des personnes qui ont le plus de patrimoine net en France, c'est des personnes qui ont plus de 1 804 600 euros, en tout cas en 2015. Je pense que là avec l'inflation et ce que je t'ai montré, c'est un peu plus élevé, mais voilà, si tu rajoutes le facteur âge et tout, tu peux vite te retrouver sur des sphères importantes, donc attention à la manière dont tu vas te comparer comme à chaque fois. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé des inégalités de patrimoine, là tu vois, si on regarde les inégalités de patrimoine en France, tu as un tableau qui est quand même super intéressant. Je vais essayer de le zoomer pour que tu le vois un petit peu plus. Patrimoine du coup, qui possède combien? Donc les 10% les moins fortunés possèdent au maximum 4 400 euros de patrimoine net. Donc tu vois, 4 400 euros de patrimoine net, alors que le top 10% des personnes les plus fortunées en France possèdent un patrimoine net de 716 300 euros. Le top 5%, c'est 1 34 600. Et le top 1%, c'est 2 239 200. Et après, tu peux regarder le top 0,1%, le top 0,01%, le top des 0,00001%. Si tu commences à regarder les milliardaires et tout, après, c'est exponentiel en fait. C'est exponentiel à la fois à la hausse et à la baisse. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à la manière dont tu vas te comparer. Je ne reviens pas dessus, mais c'est vraiment super important. Et concernant les inégalités de patrimoine, là, si tu regardes au niveau mondial, parce que je t'ai présenté les inégalités de patrimoine en France, mais si tu regardes et si tu ouvres les perspectives vraiment au niveau mondial, 1% de la population possède près de la moitié de la fortune mondiale. Donc ça, c'est un truc qui est monstrueux et c'est ce qui est représenté juste ici. Je vais pareil zoomer un petit peu pour que tu t'y vois un peu mieux. La répartition du patrimoine mondial selon le niveau de patrimoine. Le patrimoine supérieur à 1 million de dollars, le nombre d'adultes en millions qui possèdent un patrimoine supérieur à 1 million de dollars vraiment dans le monde. Donc la part de la population, il y a 47 millions de personnes
qui sont millionnaires aujourd'hui, tu vois, dans le monde, la part de la population en pourcentage, c'est 0,9%. Par contre, la part détenue dans le patrimoine mondial, ces personnes-là, donc il y a 47 millions de personnes dans le monde qui représentent 0,9% de la population mondiale, qui détiennent 43,9% de la richesse et du patrimoine au niveau mondial. C'est énorme, c'est énorme. Alors que tu regardes des patrimoines inférieurs à 10 000 dollars, qui représentent quand même la majorité de la population, hein. Il y a 56,6% de la population mondiale qui détiennent aujourd'hui un patrimoine inférieur à 10 000 dollars. Et donc ces 56,6% de la population mondiale détiennent aujourd'hui 1,8% de la richesse et du patrimoine au niveau mondial. Alors que tu en as 0,9% aujourd'hui qui détiennent presque 44% de la richesse qui est détenue au niveau mondial. C'est pour te montrer vraiment que quand tu commences à regarder et quand tu biaises ta manière de te comparer avec les autres, si tu te compares à des milliardaires, à des centimillionnaires et tout, tu vas avoir l'impression que c'est la réalité, que tu vas avoir l'impression que c'est un truc qui existe de partout, et surtout comment sont faits aujourd'hui les réseaux sociaux avec le biais de confirmation, avec la manière dont sont créés aussi les algorithmes pour t'obliger à rester sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir l'impression que c'est la normalité alors que c'est toujours une question de référentiel. Et s'il y a vraiment une leçon que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est vraiment ça. Fais vraiment attention à la manière de te comparer. Prends pas pour argent comptant ce qu'on va toujours te présenter sur Internet. Essaye de développer des compétences transversales, un esprit contrarien, une véritable autonomie financière parce que la seule personne qui sera capable de te permettre à un moment donné d'atteindre tes objectifs, c'est vraiment toi. Donc, remets tout en cause, garde l'esprit ouvert, ne considère rien pour acquis, remets-toi toujours en cause, essaye de faire le maximum d'efforts pour atteindre tes objectifs parce que tu as compris que c'est toujours du player versus player. Tout le monde veut atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en retard que tu peux pas t'améliorer, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en avance par rapport à tes objectifs et par rapport aux chiffres que je t'ai donnés que tu peux pas à un moment donné te casser la figure, faire des erreurs et perdre énormément de temps par la suite. C'est pour ça que je fais tout ce travail et c'est pour ça que je t'invite vraiment à rester vigilant, de continuer d'avancer vers tes objectifs et de partir du principe qu'il n'y a pas qu'une seule et unique manière d'atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière. J'aime à rappeler qu'il existe autant de chemins pour atteindre l'indépendance ou la liberté financière qu'il existe d'individus sur cette planète. Il y en a qui ont réussi avec le trading, il y en a qui vont réussir avec l'immobilier, il y en a qui ont réussi avec la crypto, il y en a qui ont réussi avec le business en ligne, la création d'entreprises ou ce que tu veux. Toi, il faut simplement que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Il faut que tu apprennes à devenir bon, il faut que tu te remettes en cause et n'abandonne jamais. Continue toujours de mettre en place des actions, de te remettre en question, d'avancer vers tes objectifs, même si quelquefois ça peut être compliqué, parce que dis-toi qu'en cours de route, il y a énormément de personnes qui abandonnent et c'est pour ça qu'une minorité arriveront à atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin justement sur ces concepts-là, liés à l'indépendance, la liberté financière, l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc simplement à cliquer dessus, tu verras, tu seras redirigé sur une page. Là, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.